Bonjour et bienvenue dans l'entretien sur France 24. Notre invité aujourd'hui est Christophe Lutundula, c'est le ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo. Il est avec nous depuis Genève. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. L'unité, la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC ne se discutent pas. Voilà ce qu'a déclaré Emmanuel Macron juste avant sa visite à Kinshasa cette semaine. Est-ce que ces paroles vous suffisent ? Pas du tout, parce que c'est ce qui est dit tout le temps, et partout, tous ceux qui ont eu à se prononcer sur cette agression ont tenu le même discours. Et puis, ça procède du classique dans la mesure où c'est un rappel des règles qui président aux relations entre les nations, tant au niveau des Nations Unies qu'au niveau de l'Union africaine. Et enfin, bon, on l'a déjà dit plusieurs fois, mais les résultats ne sont pas au rendez-vous. Alors, la France, il y a quelques semaines, a demandé au Rwanda de cesser son soutien au groupe du M23. On a noté que les États-Unis, eux, sont allés plus loin. Ils demandent au Rwanda, lui-même, indirectement, de retirer ses troupes de RDC. Alors pourquoi est-ce que Paris, mais on pourrait dire la même chose pour Londres ou Bruxelles, ne font pas les mêmes demandes que les États-Unis, à savoir s'adresser directement au Rwanda, selon vous ? C'est la question que nous nous posons. Certainement que les autorités françaises, les dirigeants européens, sont le mieux placés pour répondre à cette question. Ça nous étonne, ça nous pose problème, ça nous trouble d'autant plus que ce ne sont pas les preuves qui manquent quant à la présence des éléments de la force de défense du Rwanda sur le territoire congolais. Il y a les rapports des experts, du groupe d'experts des Nations Unies, c'est-à-dire en fait des spécialistes en la matière commandités par j'allais dire les Nations Unies, pas les États-Unis, envoyés par les Nations Unies au Congo, qui ont travaillé froidement, objectivement. Les rapports ont été déposés au Conseil de sécurité. Le premier rapport de novembre a même été distribué. Nous n'avons cessé de demander à ce que ces rapports soient examinés et qu'on tire toutes les conséquences, c'est-à-dire qu'on sanctionne, comme cela est prévu. On ne peut pas se permettre de liberté vis-à-vis des fondamentaux qui font les relations internationales, des fondamentaux qui permettent de garantir la paix et la sécurité, qui constituent le premier objectif de la création des Nations Unies, et paix et sécurité qui relèvent de la responsabilité première des pays membres du Conseil de sécurité, dont la France. Donc nous sommes perplexes aussi par rapport à cette attitude. Est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron, qui a lancé un rapprochement avec le Rwanda et avec Paul Kagame, a trop de mansuétude envers le leader rwandais? De toutes les façons, il a la capacité de faire mieux. Il ne suffit pas de dire au Rwanda de cesser le soutien au M23, de dire qu'on soutient les processus de paix de Luanda et de Nairobi. Encore faudra-t-il que cela ait quelque efficacité et quelque effectivité sur le terrain. Et moi, je pense que ce ne sont pas les atouts qui manquent à la France. Je viens de rappeler que la France est membre du Conseil de sécurité, est membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, c'est un des décideurs importants, majeurs de la vie internationale. Nous cessons, nous, au Congo, de réclamer des sanctions, et cela est faisable. Sanctions individuelles. Qui bloque les sanctions, Monsieur le ministre, au Conseil de sécurité, au niveau de l'Union européenne? D'après vous, qui les bloque? De toutes les façons, nous n'avons pas encore entendu un pays membre de l'Union européenne s'exprimer sur les sanctions. Nous n'avons pas encore entendu la tonalité des sanctions au niveau du Conseil de sécurité. Donc, de ce point de vue, ceux qui doivent décider, particulièrement au sein de cette institution, ceux qui doivent décider au sein de l'Union européenne, parce que rappelez-vous, en ce qui concerne la RDC, s'agissant de la démocratie, des élections, il y a quelques années, il y a eu des sanctions spécifiques prononcées par l'Union européenne. Voilà, donc ceux qui sont là, ce sont eux qui sont responsables. Et nous disons tout simplement, il faut faire justice, il faut être ferme. C'est à cette condition que le président Kagame et les dirigeants rwandais vont comprendre qu'on ne peut pas se permettre d'agresser un pays, de violer son intégrité territoriale, sa souveraineté, sa liberté, son indépendance plutôt,
et considérer que voilà, on peut faire tout comme on veut. Non, on met en péril la sécurité, la paix internationale, et nous ne pouvons pas accepter ça. Est-ce que vous êtes prêt à rompre les relations diplomatiques avec le Rwanda? Ben, écoutez, si il appert que cette rupture est l'élément nécessaire, nous n'hésiterons pas. À la limite, on peut se poser des questions. Est-ce que vraiment aujourd'hui, on a une relation diplomatique normale avec le Rwanda? Moi, je ne veux pas être dans les nuages. Les faits sont là. Ce sont les évidences. Mais parce que nous appartenons à la communauté des nations, au niveau de l'East African Community, de la CIRGL, de l'Union africaine des Nations Unies, nous continuons à considérer que rien n'est impossible. S'il y a une volonté politique réelle de mettre fin à la crise, on peut y arriver. Dans tous les cas, comme l'a toujours dit Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, quoi qu'il en coûte, nous sommes décidés, sous l'autorité du président, nous sommes décidés à régler définitivement cette question, à mettre fin définitivement aux agressions de notre pays par le Rwanda. Nous voulons la paix. Nous n'avons rien contre le peuple rwandais. Le chef de l'État l'a répété plusieurs fois. Nous sommes contre tout dirigeant africain, qui qu'il soit, qui veulent nous ramener à des époques révolues avec des empereurs, des chefs d'État conquérants. L'Afrique n'a pas besoin de ça. L'Afrique a besoin des bâtisseurs d'une Afrique nouvelle, d'une Afrique unie et d'une Afrique en développement avec des peuples qui sont heureux. Ça, il faut le savoir, nous n'allons pas céder un seul instant une partie de notre territoire à qui que ce soit. Monsieur le ministre, aujourd'hui, nous sommes le 28 février. D'après des réunions qui se sont tenues des chefs d'État de la communauté d'Afrique de l'Est, aujourd'hui doit commencer un retrait de tous les groupes armés de l'Est de la RDC d'ici le 30 mars. Évidemment, cela vise le M23. Or, on a l'impression que c'est exactement l'inverse qui se passe sur le terrain. Ben, c'est un constat que nous faisons, comme tout le monde. Encore une fois, il ne suffit pas de faire le constat. Encore faudra-t-il agir pour que cette fois-ci, ça soit la bonne. Il y a un élément essentiel, disons vraiment un élément qui peut être décisif. C'est que dernièrement à Addis Abeba, au mini-sommet de l'East African Community, avec la participation du médiateur de l'Union africaine, le président Lourenço, on a responsabilisé, les chefs d'État ont responsabilisé l'Angola, en collaboration avec l'ancien président kenyan, le président Uhuru Kenyatta, pour notifier officiellement les décisions, les plans de paix qui a été accepté, notifié au M23 et lui dire clairement que s'il ne s'exécute pas, il n'aura qu'à s'apprendre à lui-même. Et on a lancé un appel à tous les pays de l'East African Community qui se sont engagés à fournir des troupes à les apprêter. C'est très clair aussi de ce côté-là. Donc, certainement que ça va se répéter, parce que le M23, avec le soutien du Rwanda, n'entend point obéir à la communauté internationale. De toute façon, nous, on ne va pas croiser les bras. La RDC, son chef d'État, son gouvernement, son armée, ses institutions, son peuple, nous sommes décidés à contraindre ceux qui ont envahi notre pays, qui le pillent, à cesser leurs activités criminelles. Monsieur... Donc, l'appréhension que vous avez, nous la partageons aussi. Monsieur le ministre, le Rwanda, mais aussi Human Rights Watch, vous accuse de soutenir logistiquement le groupe des FDLR, les Forces démocratiques de libération du Congo, qui sont installées en RDC depuis le génocide. Ce sont des accusations graves et le président Paul Kagame a affirmé qu'en faisant cela, vous avez franchi une ligne rouge. Bon, c'est la rengaine de tout le temps. Depuis plus de 23 ans, je m'excuse beaucoup de sourire. Et lorsque Félix-Antoine Tshisekedi est arrivé, lui qui ne connaît rien de tout cela, il n'a aucune responsabilité. Il a conclu un accord de partenariat avec le président Kagame pour nettoyer ses écuries de ce côté-là. Nous avons travaillé. Finalement, comment les FDLR, comme une sorte de hydre, se reproduit? C'est tout à fait faux. Donc vous niez, parce que Human Rights Watch vous accuse de leur livrer des munitions. Mais la preuve, je vais vous dire, monsieur le journaliste, aux Nations Unies, à l'Union africaine, partout où le président Tshisekedi a eu à intervenir, il a lancé un message. La RDC demande
aux organisations internationales, aux organisations non gouvernementales, à toute personne, à tout partenaire qui a la preuve qu'il existe à tel endroit, à tel mètre carré de la RDC, c'est fantomatique FDLR, qu'il y a un tel leader de FDLR, d'ailleurs il n'en existe plus, au Congo, qui perturbe la paix au Rwanda, qui agresse, dites-nous, nous allons agir, nous sommes prêts à aller à cette bataille-là. Et puis, n'oublions pas tout de même, la force régionale, elle a été constituée. Allez, on revoit tout ce qui s'est passé l'année dernière au mois d'avril à Nairobi, pour justement combattre, neutraliser toutes les forces négatives, y compris le FDLR. Aujourd'hui, il y a des mécanismes de vérification. Le mécanisme ad hoc de Luanda, dirigé par un général angolais, le mécanisme de la CIRGL, il y a eu des experts des Nations Unies qui nous donnent les éléments qui nous permettent d'agir. C'est simple comme bonjour. On nous le donne. Dernière question rapidement, parce qu'on n'a plus beaucoup le temps. Dans son discours à Genève, où vous êtes devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, le président a dit que la persistance de la guerre à l'Est, je le cite, risque d'hypothéquer le processus électoral. On sait que les élections sont prévues en décembre 2023. Beaucoup s'interrogent déjà sur un possible glissement du calendrier. Là, le président semble ouvrir la porte à un report des élections. C'est bien ça? Pas du tout. Pas du tout. Nous n'allons pas avoir l'attitude de celui ou de ceux qui ignorent la réalité du terrain. Il a fait mention de cela pour sensibiliser la communauté internationale, pour sensibiliser tous les intervenants sur les risques, les dangers que représente la présence rwandaise et l'action des M23 et de manière générale de tous les groupes armés par rapport à la nécessité absolue de respecter la Constitution en organisant les élections. Nous sommes déterminés, il y aura des élections. Et parce que vous me posez la question, je voudrais dire aussi que nous avons déjà d'ailleurs saisi l'Union européenne pour lui demander de participer à l'observation électorale. Nous finançons les élections nous-mêmes, nous sommes prêts et le président Larry a dit que le gouvernement et lui-même veillent scrupuleusement à ce que les élections aient lieu, qu'elles soient transparentes, inclusives et libres. Donc c'est tout simplement une sensibilisation. Christophe Lutundula, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de France 24 depuis Genève et merci à vous d'avoir regardé cet entretien sur nos antennes.